Je suis profondément gêné. Je ne sais pas combien de fois, en 30 ou 40 minutes, nous avons prononcé le nom du professeur Maurice Kamto. Je ne veux pas participer à un rituel sacrificiel où on procède à un jeu de massacre d'un Camerounais. Le plus grand des criminels dans le monde a des droits. Le professeur Kamto n'a pas besoin d'être défendu. Il a prouvé qu'il savait le faire. Il défendait même des causes au-delà de sa modeste personne. Mais le professeur Maurice Kamto doit être protégé. Parce que tous les Camerounais doivent être protégés quand même ils commettent un impair. Les droits de la défense sont bafoués dans notre pays. Je ne me présente pas un défenseur du professeur Maurice Kamto, je n'en ai pas qualité par rapport à ses compétences, mais je voudrais qu'on fasse attention à cette manière de sacrifier un Camerounais. Il faut 50 ans pour avoir un professeur d'université. Je parle sous le contrôle de mes éminents collègues, c'est du travail. Et nous ne pouvons pas nous permettre de liquider comme cela une question. Pour moi, tout à l'heure, le professeur Onangini l'a dit, nous, on est dans un cadre électoral, un cadre de campagne, c'est un processus électoral. La communication politique procède parfois par un fait qui consiste à créer l'événement. Et la communication électorale procède parfois par ce que, justement, Éric Mathias a appelé le coup. L'effort que font les candidats d'avoir un coup d'avance peut être interprété de 1001 manières. Je ne voudrais pas m'attarder sur les interprétations d'ici et de ça, mais je n'ai pas vu jusqu'ici la mobilisation que je vois autour de cette déclaration, parce qu'on a mobilisé les chefs traditionnels, les religieux, on a été à Baham, on a été ici et là, et on veut même remettre en question les compétences académiques du professeur Maurice Kamto. Faisons attention. Pour moi, la vraie question qui interpelle les Camerounais aujourd'hui, c'est la transparence des élections qui viennent d'avoir lieu. Est-ce que ces élections sont transparentes? Vous vous rendrez compte qu'il est difficile de dire oui. Et lorsque un candidat se heurte à un certain nombre de choses organisées contre sa candidature, organisées contre ses militants, ses électeurs, ne soyons pas surpris qu'à un moment ou à un autre, ils sortent de ces gonds. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que vous légitimez l'attitude, la déclaration du professeur Maurice Kamto? Je n'ai pas capacité à légitimation. Est-ce que vous parlez du processus électoral, est-ce qu'il est encadré au Cameroun? Le processus électoral est encadré. Je vais vous parler comme ancien législateur. Allez-y. Nous savons comment les lois se prennent à l'Assemblée nationale. J'ai été député. Je n'ai peut-être pas été un député remarquable, mais je peux vous dire, vous pouvez le vérifier, que j'ai été un député remarqué. La manière dont les lois se prennent à l'Assemblée nationale du Cameroun ne font pas honneur à la démocratie. Pourquoi? Parce que en plus de 60 ans d'indépendance, il n'y a jamais eu de proposition de loi à l'Assemblée nationale du Cameroun. Professeur, je voudrais terminer. Vous gardez le micro, je voulais juste vous poser une question pour que nous soyons d'accord. Et je présume que votre parti a présenté une fois un candidat à une élection présidentielle. Quand vous y allez, je présume que vous savez quel est le mode d'emploi. Ça veut dire la campagne électorale s'arrête un jour avant le scrutin, la proclamation des résultats intervient 15 jours après, les recours sont introduits au Conseil constitutionnel tel nombre de jours après. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui de contester une loi alors que vous êtes déjà engagé dans un jeu? C'est une question technique. Tout jeu a des règles. Et le minimum, c'est qu'on respecte les règles. Voyez-vous? Sur la base de ces règles-là, est-ce que vous êtes d'accord avec la déclaration du professeur Maurice Kamto? Alors, dans ces conditions-là, il était prématuré qu'une déclaration de cette nature se fasse. Il était prématuré. Je n'en dis pas plus parce que je ne peux pas cautionner l'acharnement que j'observe. Je trouve que c'est injuste. Pourquoi? Parce que
le président de la République du Cameroun, en mai 2017, se rend compte qu'il y a élection en France, notre France nationale. Les élections ont eu lieu le 7. Chez eux, là-bas, on n'attend pas 15 jours pour connaître les résultats. Le 8, le président de la République du Cameroun envoie une lettre de félicitations à Macron. Il le félicite comme président à président. Mais le Conseil constitutionnel ne proclame les résultats de ces élections que le 10 mai. Qu'est-ce que cela peut signifier? Cela signifie que le président de la République du Cameroun n'a pas attendu que la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel de France proclame les résultats pour féliciter Macron. Chacun peut interpréter comme il veut, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas que chaque fois qu'on touche à quelque chose, cette chose-là devienne opaque. Vous savez que les élections se sont déroulées dans l'obscurité. Il y a eu comme une sorte de délestage électoral. Et au point que Transparency International, transparency, ça signifie transparence pour ceux qui comprennent l'anglais. Mais dès qu'il s'est agi d'élections au Cameroun, Transparency International s'est converti en Opacity International. Mon gouvernement m'a menti en passant en boucle des personnages que Transparency International ne reconnaît pas et qu'on a vu sur les plateaux comme des hiboux surpris par la lumière. C'est autant de choses qui peuvent... Mais pour revenir à votre question, la déclaration du professeur Maurice Kamto était prématurée, mais j'estime que rien ne justifie ce que j'observe sur la scène nationale. On ne peut pas, comme cela, s'acharner sur un Camerounais, parce qu'il y a des criminels bien plus criminels qui, ma foi, jouissent d'un certain nombre de choses et même de sérieuses protections. Et votre propre expérience? Et ma propre expérience. Elle est laquelle? Oui, justement. Vous voulez que je... Alors, elle est quelques mots. Oui. Non, j'ai une expérience, je crois, d'abord professionnelle. En tant que, j'ai dit, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, j'ai dirigé quand même la plus grande faculté des sciences juridiques et politiques du pays pendant 6 ans. Ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. À l'époque, il y avait 12 000 étudiants et plus d'une centaine d'enseignants. Et dans des contextes qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, où les facultés ont quand même beaucoup de moyens. J'ai été ensuite membre du gouvernement, comme vous le savez, ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je n'étais pas le chef du département, à l'évidence, mais on apprend, même à cette position-là, comment fonctionne l'État, à gérer les affaires publiques, comment effectivement savoir maintenir les subtilités, les équilibres. Mais j'ai une expérience internationale. On n'en parle pas assez parce qu'il y a des candidats dont on met en avant l'expérience internationale. Très peu de gens, permettez-moi de vous le dire pour une fois, ont mon expérience internationale. N'est-ce pas? Dans des cercles qui sont des cercles interétatiques, j'ai quand même été président de la commission du droit international, qui est un organisme des Nations Unies, créé par l'Assemblée Générale des Nations Unies, où siègent les 34 plus hauts juristes du monde, avec des juristes venant des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui m'ont élu président de cette commission, on ne m'a pas nommé, qui m'ont élu. Et on ne vous élit pas si on n'a pas confiance en vous, si on n'a pas du respect pour vous. Je suis membre du curatorium de l'Académie du droit international. J'ai été avocat et je demeure avocat devant la Cour internationale de justice pour plusieurs pays, pour plusieurs gouvernements. Le Niger, la Guinée équatoriale aujourd'hui. J'ai été arbitre dans plusieurs affaires, opposant des États à des firmes multinationales. Donc quand on me demande l'expérience sur le plan professionnel, je peux vous dire là, mais expérience d'enseignement. J'ai enseigné dans toutes les institutions du Cameroun, de mon pays, toutes les universités nationales, jusqu'à une date récente, sauf celles qui ont été créées au cours des années récentes, puisque depuis que j'ai démissionné du gouvernement, on m'a interdit d'enseigner. On m'a refusé d'enseigner. En dépit de mes correspondances, j'ai écrit et relancé, on m'a refusé d'enseigner. Néanmoins, je continue d'encadrer les jeunes Camerounais en thèse de doctorat. J'en ai dirigé plus d'une quinzaine depuis que j'ai démissionné. Mais j'enseigne en Afrique.
dans beaucoup d'universités africaines, au Sénégal, au Bénin, j'enseigne en Europe, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Je voudrais donc vous dire que mon expérience ne se limite pas à ce que les Camerounais peut-être savent de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a été au gouvernement, ministre délégué brièvement. Sur le champ politique, est-ce que vous savez ce que c'est que construire une nouvelle formation politique à partir de rien, comme le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Une formation politique dans un contexte comme le nôtre, où rien ne nous a été épargné, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. Les conditions de lancement du MRC. Le 13 août, on est bloqué à l'hôtel Hilton, alors que nous avons tout payé et que le sous-préfet a donné l'autorisation de la réunion, ou en tout cas le récépissé, et tout le reste. Et j'ai, avec mes camarades du directoire, que je voudrais saluer ici, et nos militants, qui se dépensent sans compter. Nous sommes le vrai et le seul, sans doute le premier parti politique au Cameroun qui a des militants, c'est-à-dire des hommes et des femmes de conviction, qui n'attendent pas l'argent, mais qui œuvrent par eux-mêmes pour porter le niveau au niveau où notre parti au niveau où il est. J'ai de l'expérience. Je crois qu'il est temps que je cesse peut-être de mettre mon drapeau dans la poche. Oui, j'ai de l'expérience politique, monsieur, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Comment vous financez le programme social? C'est là que je vous dis, oui, comment je finance? Moi, je finance mon programme social d'abord par la réduction du train de vie de l'État. J'ai été au gouvernement et je peux vous dire effectivement qu'il y a des dépenses qui défient le bon sens. Vous ne pouvez pas, je peux le dire d'autant plus à l'aise que je marche encore dans mon véhicule que j'ai acheté d'occasion en 2005. Pendant tout ce que j'étais au gouvernement, je suis là-dedans, mais je ne comprends pas au nom de quoi on achète un véhicule de 80 millions à un ministre. Pourquoi? Dans un pays sous-développé, jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris la raison. Vous les hommes d'affaires, si vous achetez un avion, ce n'est pas mon problème, c'est votre argent, vous l'avez gagné. Mais quand c'est l'État, je ne comprends pas pourquoi on achète un véhicule de 80 millions. Pourquoi un chargé de mission à la présidence voyage en première? Tout le monde sait que Yaoundé Paris, c'est 6 millions plus en première. Même pas en business, première. Pourquoi? Alors que je connais des ministres des pays européens qui voyagent en éco. Classe éco. Donc nous avons un problème. Pourquoi est-ce qu'on donne 4 millions, 10 millions de carburant chaque mois à quelqu'un? Pourquoi? Il fait quoi? Il cultive quoi? Donc, je vous décline là juste quelques rubriques sur lesquelles je peux faire suffisamment d'économies. C'est des milliards. C'est des milliards par an. Et je ne vous parle même pas des commissions internes de l'administration où un fonctionnaire qui a son salaire mensuel ensuite, qui va siéger dans une commission de la même administration et payer comme cela. Donc, on peut multiplier. Donc, il y a de quoi? Il y a des sources internes dans le budget actuel de l'État. Le Cameroun est un pays extrêmement riche. Croyez-moi. Comment vous financez le chemin de fer? Comment vous financez les autoroutes? C'est par le partenariat public-privé ou bien par le BOT. C'est au Cameroun que j'ai entendu un gouvernement dire qu'il va construire une autoroute Douala-Yaoundé. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. C'est dépassé. Vous dites, je veux une autoroute Douala-Yaoundé. Même si vous faites des études, vous dites ça coûte tant. Vous cherchez un partenaire qui construit et qui prend en concession sur 30 ans. J'ai discuté longuement avec l'ambassadeur du Maroc. Si je lui ai dit, je suis fasciné pour votre pays, il y a une quinzaine d'années, c'était pas terrible. Mais là, vous êtes en train de jouer aujourd'hui pratiquement le rôle que la France jouait dans nos pays. Ça dit, votre niveau de développement. Et il m'a dit oui. Il dit, je ne comprends pas ce qu'il y a chez vous. Il dit, les autoroutes que vous voyez là, il n'y a rien que nous payons. Il dit, les gens financent. Et puis ils gèrent, ils retirent leur argent. Pendant ce temps, la population marocaine est à l'aise. Quel est notre problème? Ils gèrent 30 ans, ils gèrent 50 ans lorsqu'il s'agit d'investissements dans certains niveaux. On peut aller même jusqu'à 50 ans. C'est le problème. Après 50 ans, ça revient au pays, puisqu'on connaît la durée de vie de l'infrastructure. Donc pourquoi est-ce que si quelqu'un me dit je vais construire l'autoroute Douala-Yaoundé et mettre 3, 4, 5 péages, et voici le prix du péage. Voilà.